Ça serait quoi la story de Paylib? Comment est-ce qu'on peut présenter la boîte en quelques mots, quelques dates, quelques chiffres? Paylib, ça a été lancé par les banques françaises en 2014. D'abord avec un premier service qui était le service de paiement en e-commerce, plutôt orienté laptop à l'époque. Aujourd'hui, ça se développe plutôt côté mobile, mais le service reste valide sur les deux supports. Ensuite, ça a été le paiement en magasin, donc qui évidemment a connu cette année une très forte accélération, notamment avec la crise Covid, au titre d'un geste barrière. Et puis enfin, le dernier nouveau petit service, le paiement de personne à personne, qu'on va appeler le paiement de peer-to-peer ou le paiement Paylib entre amis, qui là, pour le coup, devient un vrai phénomène de société, puisque, on va dire, depuis Noël, c'est vraiment à Noël, où il a véritablement explosé. Comment on explique cette explosion? Principalement, en fait, ce que ça permet, en fait, c'est quoi le service Paylib entre amis? C'est la possibilité d'envoyer de l'argent à distance, de compte courant à compte courant. Hein, c'est vraiment de l'endroit où vous avez votre salaire, votre argent, à l'endroit où votre interlocuteur en a besoin, où il a ses prélèvements EDF et autres. Donc, c'est un service qui est gratuit et qui est de personne à personne. Et il se trouve que, effectivement, au moment de Noël, on a été dans une situation un petit peu hybride. Voilà, c'est un service du lien social et en même temps à distance. Voilà, donc ce côté un peu hybride social et distance, en fait, a parfaitement coïncidé avec les besoins des Français à Noël, où il y avait effectivement beaucoup de familles qui se sont un peu regroupées, mais pas complètement. Donc, il y avait des membres de la famille qui étaient à distance et qui, en fait, ont beaucoup fait des cadeaux de Noël par Paylib entre amis. Et ça a vraiment, en fait, donné l'impulsion. Et ensuite, usage essayé, usage adopté, ça a été vraiment le point de départ de la très forte croissance. Il y a un parallèle à faire avec les débuts de WeChat Pay et les enveloppes rouges qui se faisaient précisément dans un cadre familial. Et je crois qu'aussi en Europe du Nord, ces usages peer-to-peer sont aujourd'hui à l'origine de l'adoption, hein, souvent de ces applications de paiement. Oui, 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 ça c'est parfaitement vrai. En fait, même si l'histoire de Paylib, ça a été d'abord le service de paiement en e-commerce, puis en magasin, puis en peer-to-peer, en fait, on observe que le développement des usages, il se fait plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire plutôt le peer-to-peer en premier, puis le magasin, puis le e-commerce. Et c'est en fait, bien qu'on ait lancé les services dans l'autre ordre, en fait, c'est dans ce sens-là que ça se développe. Bon, ben voilà, on l'aurait su au début, bon, ok, mais en tout cas, voilà, on l'observe. Et aujourd'hui, c'est vraiment par le peer-to-peer que ça se développe, puis ça s'étend sur le magasin. Et en fait, c'est exactement l'histoire qu'ont vécu les pays nordiques. Alors eux, ils l'ont lancé dans le bon ordre, on va dire, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est développé. Pour la Chine, c'est également le cas. Mais je transposerais peut-être moins à la Chine parce qu'il y a vraiment des différences culturelles très importantes. Il n'y avait pas de paiement carte établi. Enfin, bon, voilà, c'est moins comparable. Dans les pays nordiques, ils sont très ressemblants à nous. On doit faire les mêmes Un, guerres. un mot quand même sur le e-commerce. Aujourd'hui, on vit une période un petit peu compliquée avec la DSP2 hein, qui veut renforcer hein, la sécurité des paiements avec l'authentification forte. Et Ouais. aux yeux de certains marchands, ça se fait un petit peu au détriment de la simplicité. Et du coup, ça fait un peu chuter les taux de conversion. Paylib, c'est une des solutions qui permet un peu de concilier ces deux éléments a priori incompatibles. Alors, tout à fait. En fait, effectivement, la DSP2 impose l'authentification double facteur. Et c'est cette authentification double facteur qui, évidemment, est susceptible de, puisque deux facteurs, du coup, une moindre fluidité à l'acte de paiement et donc potentiellement des taux de chute. Alors, Paylib, Paylib en ligne est un service qui est en fait double facteur d'origine. J'ai envie de dire, DSP2, pour nous, ce n'est pas un problème. Au contraire, on a une solution à la problématique des SP2 pour les marchands, puisque en fait, le double facteur assuré par Paylib, c'est une authentification bancaire avec un sceau apposé sur le device. Donc, en fait, en termes d'expérience client, c'est uniquement une authentification bancaire qui désormais est principalement biométrique. Voilà, donc c'est vraiment un paiement, en termes d'expérience client, je valide mon panier, je n'ai pas à saisir mon numéro de carte bancaire, il est protégé, et je valide avec une biométrie. Voilà, c'est ça le paiement Paylib aujourd'hui en ligne. Et évidemment, on a une expérience extrêmement fluide et elle est bien double facteur. Donc, on est Et elle peut côté de SP2, contribuer nous, on a une à, solution, on n'est pas. Voilà. Voilà, elle peut contribuer à redresser les taux de conversion sur le e-commerce Oui, qui sont ça, parfois c'est un vrai un sujet. peu inférieurs au desktop. Le troisième métier, on l'a évoqué, hein, c'est le paiement en magasin. Ça fait partie des gros sujets d'avenir, hein, notamment post-Covid, puisque
les gestes sans contact ont tendance à se démocratiser. Néanmoins, le paiement mobile en point de vente, ça reste anecdotique, hein. J'ai en tête les chiffres de la Banque de France. On parle d'à peine 0,3% des transactions. On peut anticiper une forte croissance des usages dans les prochaines années? Oui, alors 0,3%, c'est en montant, en volume, on est un petit peu au-dessus, mais on est de l'ordre du pourcent, retenez ça. Alors, en fait, c'était l'année dernière, hein, c'était avant Covid, ces chiffres de la Banque de France. Alors, aujourd'hui, on estime qu'ils sont plutôt autour de, oui, on va dire le gros pourcent, mais retenons quand même l'ordre de grandeur. En fait, ça paraît très peu. En fait, ça reste minoritaire, c'est vrai, mais il faut regarder la croissance qu'il y a dessous. Ça se comporte comme un variant anglais ou un variant delta, hein. C'est-à-dire que c'est des taux de croissance en exponentielle. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on a vécu sur le paiement sans contact carte. Je rappelle que le paiement sans contact carte, il existe depuis 10 ans. Mais en réalité, il est resté archi-anecdotique puis minoritaire pendant à peu près 7-8 ans. Et il est passé un moment du minoritaire au visible, et puis du visible au majoritaire en même pas 2 ans. C'est exact. Et en fait, si on regarde, c'est une courbe en exponentielle extrêmement stable sur les paramètres de l'exponentielle. C'est exactement ce qui se passe sur le paiement mobile. Donc, on est aujourd'hui au moment où ça atteint le pourcent, et donc avec des taux de croissance qui sont du x4 par an, ça vous donne à peu près une idée de à quel moment il va devenir majoritaire. C'est une histoire de 3-4 ans. Dans 3-4 ans, le paiement mobile avec son smartphone pourrait devenir majoritaire en point de vente? Oui, oui, puisqu'on voit le taux de croissance. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il rencontre 2 écueils. Un premier écueil qui est, puisqu'aujourd'hui, il y a à peu près 55% des Français disent avoir confiance dans le paiement mobile. Donc ça, j'ai envie de dire, quelque part, ceux-là, ils vont y venir très naturellement. Et on en a 34 qui restent à exprimer des inquiétudes en matière de sécurité. Alors, ces inquiétudes, elles ne sont pas fondées, puisqu'en fait, on a regardé les taux de fraude du paiement mobile. Et en fait, on voit qu'il est de 0,02%, c'est-à-dire exactement la même chose que le paiement par carte sans contact en point de vente et 3 fois moins que le paiement par carte sur Internet. Donc, il n'y a pas de sujet réel, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour autant, il y a cette perception des Français encore. Forcément, c'est un peu nouveau, etc. Voilà. Donc, c'est en observant les gens en faire que les gens seront rassurés et que naturellement, il y aura un effet boule de neige. Donc ça, j'ai envie de dire, ça va se faire naturellement, un petit peu dans la durée, mais naturellement. L'autre écueil, c'est un problème on va dire, d'universalité de plateforme. Autant le paiement en ligne, Paylib en ligne et Paylib entre amis sont disponibles sur toutes les plateformes iOS et Android. Le paiement sans contact, aujourd'hui, il est entravé en point de vente par un acteur, en l'occurrence Apple, qui verrouille son antenne NFC au seul usage exclusif de sa propre solution maison. Donc là, il est dans un pur conflit d'intérêts, puisqu'il est à la fois fournisseur de l'OS et en même temps, il a une solution de paiement. Et solution de paiement qui, évidemment, ne peut fonctionner que sur l'univers iOS. Et donc là, peut-être que le régulateur va... Voilà, là, c'est un sujet de régulateur. Il y a d'ailleurs des articles qui sont prévus à cet effet dans le Digital Market Act à l'échelon européen. Il y a des projets de loi qui ont été, des propositions de loi qui ont été déposées par des députés en France, en Allemagne. Enfin, voilà, on sent que le législateur est en train de s'en emparer. Voilà, donc le temps que le législateur règle ça, l'universalité des solutions comme Paylib ou ses homologues européens ou même ses concurrents. Enfin, on n'a pas de difficulté à avoir des concurrents. Au contraire, c'est sain. Ça veut dire qu'on est sur un marché qui est mais à condition que la concurrence soit équitable et que l'innovation ne soit pas entravée par des big tech. Évidemment, c'est un sujet d'ailleurs de souveraineté, mais Paylib, du coup, c'est la brique de paiement pour tous les aspirants super app, hein. Il y a un sujet aujourd'hui aux États-Unis ou en Chine avec des applications qui font plusieurs choses, du messaging, du commerce et du paiement. Et là, Paylib est là pour justement aider tous ces acteurs du monde applicatif à ajouter cette brique paiement. Oui, tout à fait. Alors, nous, on a vraiment une vocation d'être une brique de paiement universelle, hein, vous l'avez compris. On n'a pas vocation à être super app. On n'a pas l'ambition de prendre, on va dire, de la chaîne de la valeur sur les commerçants ou sur le messaging. Voilà. Mais si on veut être universel, par définition, il faut être, comment dire, il faut pas être en compétition avec ses propres partenaires. Sinon, c'est contrairement à un grand groupe américain californien qu'on ne citera pas. Oui, enfin non, mais après, comment dire, chacun a sa stratégie.
et sa raison d'être. Il y en a qui vont plutôt jouer la carte du paiement, on va dire plutôt verticale, même si c'est moins universel, mais ça vise à intégrer de la valeur ajoutée, du crédit conso, de la FID, etc. Nous, ce n'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, c'est d'apporter la brique paiement et on laisse nos partenaires développer leur propre valeur ajoutée par-dessus et notamment créer de la valeur avec ça. Voilà, que ce soit des commerçants, que ce soit des acteurs du digital, nous, on a vraiment vocation à apporter la brique paiement, mais par contre, universelle à l'ensemble de la population. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qui prend. C'est ce que vous faites, hein, notamment avec Life, qui partage certains actionnaires et qui, du coup, intègre la brique. Alors, oui, on a des actionnaires en commun avec Life. Et d'ailleurs, certains acteurs, en fait, ont comme application bancaire de paiement Life et intègrent Paylib comme brique de paiement dans Life. Alors, Life ne fait pas que du paiement, mais je pense que ça, c'est eux qui vous l'expliqueront. Mais nous, on apporte la brique paiement pour cette clientèle d'établissements bancaires dans cette application. Mais ce caractère universel, il est très important. Aujourd'hui, on a 19 millions d'inscrits à Paylib. Voilà, donc j'ai envie de dire le seuil de… Les deux premiers millions sont relativement faciles à obtenir parce qu'en fait, c'est un peu les geeks de la France et tout le monde a un peu les mêmes. Mais voilà, ça y est, là, on est passé à l'échelle grand public, adoption massive, même si on est encore dans des usages hybrides où on sent les usages pas complètement basculés en digital. Il reste encore nos clients sont encore dans un usage un peu hybride entre la carte physique et l'usage de Paylib. Mais voilà, on sent, c'est à peu près moitié-moitié hein, l'usage de nos clients. Puisqu'on a voilà, on sent que la dynamique est bonne pour Paylib et ça pour le paiement mobile. Merci en tout cas, Vincent, pour ce témoignage et puis à très bientôt pour commentaires sur ce secteur. Bonne journée.